En 1979, un certain film détruit tout sur son passage. Un film de fou furieux en provenance d'Australie est réalisé par l'inconnu George Miller. Avec un budget d'à peu près 300 000 $, Mad Max va rapporter près de 100 millions à l'international et il va lancer avec fracas une franchise qui, à l'origine, dans le premier volet, dépeignait une Australie futuriste, à la limite du chaos, prête à s'effondrer et en proie à l'ultra-violence. Mais c'était pas un post-apo à proprement parler. L'image qu'on a de Mad Max, les grandes étendues désertiques, les bagnoles qui vont à 100 à l'heure, Mel Gibson en survivant tout droit sorti d'un western, tout ça n'arrivera qu'avec le génial Mad Max 2 qui sortira en 1981. Hasard du calendrier, en 1981 va y avoir un autre monument du post-apo français, cette fois, qui va débarquer en salle. Melville, à la base, c'est un roman de science-fiction post-apocalyptique qui est écrit par Robert Merle, prix Goncourt quand même, et qui est habitué aux adaptations cinématographiques parce que c'est aussi lui qui est à l'origine de l'excellent Weekend à Zuidcote, un bouquin qui est devenu un excellent film de guerre que je vous avais conseillé, je crois, dans Dunkerque en mieux. Et avec Melville, l'ami Robert, il va nous raconter la destruction de la civilisation humaine par une explosion, d'origine inconnue mais bon, probablement atomique, et le destin de quelques survivants qui vont devoir donc survivre et idéalement recréer une société. Un gros bouquin, un beau bébé de 600 pages quand même, qui va servir de base au cinéaste Christian de Challonge, qui sort au calme d'un César du meilleur film et de la meilleure réal pour L'argent des autres, film à découvrir absolument d'ailleurs, qui va se lancer dans l'aventure et réaliser un étrange film post-apo français qui est, vous allez voir, extraordinaire sur bien des points. Une journée classique dans le petit village de Melville. Le maire, qui est aussi viticulteur, est tranquille dans sa cave à vin lorsqu'il reçoit la visite de ses adjoints pour régler des petites affaires. En l'occurrence, l'affaire en question, c'est l'emplacement d'un lampadaire dans le village. Bon, rien de trop important, il y a un petit débat. On résout le problème, on va dans la cave, pour fêter ça, on ouvre une bouteille. Soudain, une panne, un silence, puis une lumière intense, une explosion. Enfin, une chaleur insupportable, indescriptible. Personne ne comprend. Après des minutes qui semblent des heures, les choses se calment et on peut enfin sortir voir ce qui s'est passé. On peut juste se rendre à l'évidence, c'est l'apocalypse nucléaire. Le village et le monde est en ruine et seuls restent ces 7 survivants protégés par cette cave à vin, condamnés à survivre dans ce nouveau monde au milieu des ruines et des cendres. Vous l'avez peut-être vu aux images, bon, l'un des gros points forts de Melville, c'est d'abord son casting. Concentre au calme Michel Serrault, Jean-Louis Trintignant, Jacques Dutronc, Jacques Villeray et à peu près tous les meilleurs techniciens de son époque en fait. Melville, le film, est juste beau, il est merveilleusement beau, ses décors tranchent radicalement avec les clichés du post-apo, puisqu'il va mettre en scène des paysages de campagne là où Hollywood, vous le savez, aurait préféré nous abreuver de villes complètement désolées et détruites. Ici non, ici on est dans la France profonde. Et ça permet d'avoir un sacré cachet visuel en fait. Ça donne l'opportunité de filmer les paysages du Larzac de manière assez unique, qui n'avait jamais été filmé comme ça, et ça parvient à rendre très très crédible cet apocalypse en fait, cet apocalypse et ce nouveau monde en ruine. Le contraste entre un sud-ouest qui était complètement riant et vert avant l'explosion, et le tas de ruines et de cendres après l'explosion, c'est quand même assez frappant. Et clairement, la scène où les amis découvrent ensemble ce qui s'est passé voilà, juste après l'explosion, faut quand même imaginer la claque que c'était pour les gens qui ont découvert ce film au cinéma. Mais c'est pas tout, parce que ce parti pris de placer l'action loin des villes, ça va permettre au cinéaste de créer une sorte de petit microcosme en fait. Un microcosme qui va être amené à évidemment être modifié très brutalement, puisqu'on a un environnement chaleureux qui va virer à l'apocalypse, et on a des gens qui ont une idée de la civilisation de base qui est bien différente de la civilisation urbaine, et qui vont donc tâcher de recréer le monde tel qu'ils le connaissent eux. Et évidemment, vous le savez, dans chaque film post-apo, il faut une menace. Et de ces ruines calcinées vont vite surgir un autre groupe
groupe de survivants qui vivent le chaos ambiant de façon bien différente de nos héros, puisque eux, ils vont essayer de créer un nouveau régime, un régime autoritaire, un régime fasciste, un régime quasi sectaire en fait. Et là, c'est le moment où je dois absolument vous parler de Jean-Louis Trintignant, qui est absolument impeccable dans son rôle de leader, un leader terrifiant qui se rêve en dernier survivant et en élu du nouveau monde. Tu ne mérites pas d'avoir survécu. Désormais, la loi du tunnel sera la seule loi. Si Malville a des survivants, ils obéiront. Ou ils mourront. Parfaitement opposé à Michel Serrault ou Jacques Villeray, Trintignant, il est juste froid, il est calculateur, il est mad lui aussi, mais il n'est pas la même folie furieuse que Mad Max. C'est plutôt une folie qui est tout aussi violente, mais qui est plus insidieuse, je dirais. C'est un mec qui va terroriser et martyriser son groupe pour les maintenir sous son aile. Autant vous dire que voilà, dans le petit village de Malville, qui était un village sans histoire, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de mec, et du coup il y a une confrontation évidente qui va se créer entre Trintignant et les habitants de Malville, l'existence même des habitants de Malville remettant en question le statut d'élu du nouveau monde de Trintignant. Et vous savez, moi ce que j'aime dans Malville, c'est la représentation très terre à terre de cet apocalypse et de la survie en général en fait. Après le choc et le silence, il faut juste agir vite pour survivre. Et le film va nous montrer la réorganisation des survivants, le moment où il faut enterrer les morts, jusqu'aux premières replantations d'agriculture. Et survivre va devenir l'unique ambition de ces personnages qui pourtant, paradoxalement, n'ont aucune raison de continuer à vivre en fait. Et ça se manifeste très bien cinématographiquement, je trouve, et dans l'écriture des personnages. Parce que dans une grande partie du film, il n'y a pas vraiment d'évolution des persos, il n'y a pas vraiment de grands dialogues métaphoriques sur « oh là là, c'est la fin du monde, qu'avons-nous fait, nous sommes fous ». Non, ici, c'est juste un groupe qui va mécaniquement presque essayer de s'en sortir, parce qu'ils ont que ça à faire, sans même savoir pourquoi, et le film reste très concret dans sa représentation de la catastrophe, et de l'après-catastrophe. Imaginez pire. Malville, il préfère prendre le temps, il va se permettre, quelques scènes purement atmosphériques qui sont très réussies. Il va pas céder aux sirènes de l'action un peu gratuite pour plaire aux spectateurs, mais quand même, on peut se poser la question, parce qu'avec un tel budget, avec un tel casting, avec le fait que le film soit adapté quand même d'un bouquin qui était quand même déjà reconnu, mais comment ça se fait qu'on connaisse pas tant ce film en fait? Comment ça se fait qu'on le cite si peu? Déjà les gars, on va pas pouvoir compter sur Robert Merle, du coup l'auteur du bouquin original, pour en faire la promo loin de là. En fait, le film va s'écarter assez progressivement du livre et il va s'achever mais par une fin qui est complètement différente. Et Robert Merle, qui va penser que l'esprit de son roman a été dénaturé, a demandé à ce que son nom ne figure juste pas au générique. J'ai pas lu le bouquin, j'ai lu un résumé, j'ai lu plusieurs avis, mais je crois que je comprends un petit peu, évidemment en tant qu'artiste, auteur, écrivain, le film s'éloigne et simplifie évidemment les rapports humains, mais en fait, comme on en a parlé, au niveau des rapports humains, moi je trouve ça presque très bien qu'ils soient simplifiés et que les personnages semblent n'être en fait que des fantômes tristes sans évolution dans un monde désolé, ça marche tout aussi bien. Le film, en fait, ça me paraît presque être plutôt un complément qu'une pure adaptation. Et vraiment, ça m'a jamais dérangé. Et clairement, on est sur deux médias différents, littérature et cinéma. Je suis presque content qu'en fait, le film ne soit pas exactement comme le bouquin. Bref, la question, c'est aussi comment Malville a été reçu à l'époque. C'est quand même un film hyper ambitieux, c'est un film qui a énormément de qualité. Comment il a été reçu? Un peu compliqué quand même. Et alors? Si la pellicule est noire, la pluie est pourrie. Radioactive, dites-le. Radioactive. On a beaucoup parlé des acteurs à l'époque, dont la majorité d'ailleurs soit à contre-emploi. On a évidemment salué la technique impressionnante du film, notamment les décors et la photographie, mais on a aussi beaucoup parlé d'un film qui est quand même difficile à aimer, et ça je peux comprendre. Comprenez que Malville, vraiment, il décrit l'après-fin du monde, et il le fait de manière bien moins agréable, on va dire, que ce à quoi on est habitué avec les Walking Dead, avec les The Last of Us, La Route, etc. Malville, c'est un film taiseux, sombre, c'est un film sec qui va complètement éviter le pathos, éviter le mélodrame, très peu de musique, très peu de dialogue, et quand il y en a, c'est vraiment des dialogues, comme je l'ai dit, très concrets. Va chercher à manger, forme des groupes, court, part, fuit, enterre. Il n'y a pas vraiment d'empathie, et ça a pu desservir le film, mais moi je comprends ce parti pris, parce qu'en fait, les personnages n'ont plus une seule once d'humanité en eux, ils n'ont plus qu'une fonction, survivre. Voilà, ça c'est un parti pris qui est assez extrême, qui est très réaliste, je pense, mais qui a pu peut-être desservir un petit peu le film dans son passage à la postérité.
Donc voilà, moi j'avais envie de réhabiliter Malville, qui est un film qui va au bout de ses idées, au bout de ses ambitions, au bout de ses partis pris. Un film post-apocalyptique unique qui est sorti entre les deux volets Mad Max où on était plus sur de l'action brute. Mais ici, clairement, c'est une alternative au casting 5 étoiles, à la mise en scène extrêmement soignée, et vraiment, mais au réalisme cru, quoi. Tentez l'expérience, vous y trouverez une vision de la fin du monde totalement hallucinante, plusieurs séquences qui vont vous marquer un long moment, faites-moi confiance, et un film d'une modernité tragique qui tombe à pic pour se rappeler, ou au moins espérer, que l'humanité saura se relever des temps, même les plus sombres.